Ils l'ont appelé le dinosaure. En 1985, tout le village se moquait de Wilhelm Lohmann pour avoir englouti la fortune de sa ferme dans ce monstre d'acier, alors que l'usine fermait ses portes. Ils ont ri de sa boîte de vitesse bruyante et de son refus du progrès. Mais 9 ans plus tard, lors de la nuit la plus terrifiante du siècle, quand la digue a rompu et que les tracteurs modernes à 100 000 marks gisaient noyés et inertes dans la boue, le rire s'est brutalement tu. Un seul sifflement a percé la tempête. Découvrez l'histoire incroyable de l'IHC 1455 XL, la machine qui a prouvé au monde que le vrai courage est fait de fonte, pas de plastique. Avant de réveiller le géant endormi, j'ai une question pour vous. Depuis quelle terre, quelle ville ou quelle atelier regardez-vous cette histoire aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire, je veux connaître la géographie des vrais passionnés. Et si vous aussi, vous avez du gazole dans les veines et que vous préférez la mécanique éternelle au plastique jetable, écrasez ce pouce bleu maintenant et abonnez-vous à la chaîne. C'est fait? Alors accrochez-vous. Le démarreur tourne. Le silence qui enveloppait les plaines du Bas-Rhin en ce matin brumeux d'octobre 1985 n'était pas un silence de paix, mais d'attente. L'air était lourd, saturé d'une humidité froide qui pénétrait jusqu'aux os, figeant le paysage dans une grisaille éternelle. Johannes Lohmann se tenait près du grand portail en fer forgé de la ferme familiale, les mains profondément enfouies dans les poches de sa veste de travail usée par les ans. Autour de lui, le brouillard s'accrochait au sillon des champs comme une laine sale, masquant l'horizon, réduisant le monde connu à quelques mètres de terre noire et collante. Il attendait, mais ce qu'il entendit d'abord ne ressemblait à rien de ce que le village avait connu jusqu'alors. Ce n'était pas le claquement rythmé et familier des petits moteurs 3 cylindres qui peuplaient habituellement la région, ni le sifflement aigu et un peu hystérique des premières générations de turbocompresseurs venus d'outre-Atlantique. Non, ce qui approchait, c'était un chant, une plainte mécanique, un hurlement haut, presque surnaturel, qui se mariait étrangement avec le grondement souverain, profond et tellurique d'un immense 6 cylindres. Johannes sentit la vibration remonter le long de ses jambes, à travers les semelles épaisses de ses bottes, bien avant d'apercevoir la moindre forme dans la brume. La terre elle-même semblait frissonner, reconnaissant l'approche d'un maître, comme si le sol argileux savait déjà qu'il allait être dompté. Puis, la silhouette perça le mur gris. D'abord, le rouge profond, presque sanguin, d'un capot interminable qui semblait ne jamais finir. Ensuite, le scintillement mat de la calandre bordée d'argent dans la lumière crépusculaire du matin. C'était lui, l'IHC 1455 XL, le vaisseau amiral, le dernier grand monument forgé dans les aciéries de Neusa-Emmerin. Sur le flanc de cette architecture de métal, 4 chiffres se détachaient en lettres blanches, des chiffres qui, dans les décennies à venir, allaient transcender la simple mécanique pour devenir un mythe absolu, un 455. À quelques mètres de là, Wilhelm, le père de Johannes, observait la scène sans bouger un muscle. Il tenait dans ses mains noueuses une tasse de café noir qui avait cessé de fumer depuis longtemps. Wilhelm n'était pas un homme d'impulsion, ni un rêveur. C'était un survivant des années de disette, un homme qui avait traversé la réforme monétaire et les restructurations brutales de l'agriculture des années 70 avec la prudence d'un animal traqué. Il était de ceux qui retournent chaque marc 3 fois dans leur poche avant de le dépenser, de ceux qui considèrent le luxe comme un péché mortel et l'endettement comme une faiblesse impardonnable. Pourtant, cet homme de raison, ce comptable de la terre, avait commis un acte de foi pure. Il avait acheté ce monstre à l'aveugle. Il l'avait commandé sans l'essayer, sans s'asseoir dans la cabine qui surplombait la cour comme une tour de contrôle, sans même marchander le moindre rabais avec le concessionnaire. Ce n'était pas un simple achat de matériel agricole, c'était une réponse existentielle. Wilhelm avait agi avec l'urgence de celui qui sait que le temps est compté. Il avait compris, bien avant les autres, que le monde qu'il connaissait touchait à sa fin. Il regardait la machine s'immobiliser devant eux, le moteur tournant au ralenti avec une régularité d'horlogerie lourde, chaque coup de piston résonnant comme un battement de cœur lent et puissant. La vapeur d'échappement montait droit dans l'air froid, formant une colonne blanche qui se mêlait à la brume. Ce tracteur n'était pas seulement un outil de traction pour leurs terres lourdes. C'était un coffre-fort pour leur argent, une forteresse de fonte et d'acier conçue pour résister à une époque qui commençait déjà à préférer le plastique, le leasing et l'obsolescence programmée. Johannes regarda son père, cherchant une trace de doute sur ce visage buriné par le soleil et l'inquiétude, mais il n'y trouva qu'une gravité solennelle. Wilhelm savait que ce matin d'octobre marquait une rupture définitive. Il y aurait un avant et un après le 1455. Le sifflement caractéristique de la transmission à l'arrêt, cette signature sonore unique de la boîte ZF, semblait dire au monde entier que les Lohmann avaient choisi leur camp, celui de la durabilité, coûte que coûte, face à l'éphémère qui arrivait au galop. Pour comprendre la gravité de ce moment, pour saisir pourquoi Wilhelm Lohmann, l'homme qui comptait chaque pfennig,
Regardez ce tracteur comme on regarde une relique sacrée. Il faut remonter le temps de quelques semaines. Il faut revenir à cet après-midi où Chuté, le concessionnaire historique de la région, était descendu de sa voiture dans la cour de la ferme, non pas avec le sourire commercial habituel, mais avec le visage gris d'un messager porteur de mauvaises nouvelles. Chuté vendait des machines IHC depuis 30 ans. Il connaissait chaque boulon, chaque référence de filtre, chaque caprice des hydrauliques. Mais ce jour-là, il ne venait pas vendre. Il venait prévenir. Il avait posé sa sacoche en cuir sur la table de la cuisine, l'avait ouverte avec une lenteur accablante, et avait sorti une brochure qui semblait déjà appartenir au passé. « C'est fini, Wilhelm !» avait-il dit d'une voix basse, presque éteinte, en refusant le schnapps qu'on lui proposait. « La nouvelle est tombée ce matin. C'est officiel. Tenco a racheté l'entreprise. International Harvesté, tel que nous le connaissons, n'existe plus. » Wilhelm avait froncé les sourcils, ne comprenant pas immédiatement l'ampleur du désastre. Chuté avait alors frappé la table du plat de la main, un geste de frustration pure. « Tu ne comprends pas? L'usine de Neuss à Embrun va perdre son âme. Bientôt, ça s'appellera CASIH. Les ingénieurs qui ont dessiné nos moteurs, ceux qui ont passé leur vie à perfectionner l'injection directe, vont être remplacés par les comptables venus des États-Unis. Ils vont regarder les colonnes de chiffres par la qualité de l'acier. » C'était là, dans cette cuisine imprégnée de l'odeur de tabac froid et de soupe, que le destin du 1455 XL s'était joué. Chuté avait expliqué que les prochains modèles seraient des compromis. On parlait déjà de standardisation, de réduction des coûts, de plateformes communes. Si tu veux un dernier vrai tracteur, Wilhelm, un tracteur construit par des hommes qui ont de la graisse sous les ongles et pas de langue sur les doigts, c'est maintenant ou jamais. Il reste quelques châssis sur la ligne d'assemblage à Neuss. Après eux, ce sera l'ère du plastique et de l'électronique bon marché. C'était un avertissement brutal, l'annonce de la fin d'un monde industriel où la robustesse primait sur la rentabilité immédiate. Wilhelm n'avait pas posé de questions sur la consommation de carburant ou le confort du siège pneumatique. Il avait compris l'urgence. Il avait vu la peur dans les yeux de Chuté, la peur de devoir bientôt vendre des machines dans lesquelles il ne croyait plus. Alors, Wilhelm avait pris son carnet de chèques, ce carnet qui n'ouvrait qu'en cas d'extrême nécessité, et l'avait signé. Il avait commandé le dinosaure avant qu'il ne s'éteigne. Il avait acheté une assurance contre l'avenir. « Commande-le » avait-il ordonné sèchement. « Je veux le plus gros. Je veux le 1455. Je veux que mes petits-enfants puissent encore le conduire quand tes nouveaux tracteurs en plastique seront à la casse. » Le concessionnaire était reparti avec le bon de commande, laissant derrière lui une atmosphère lourde. C'était un pari insensé. Wilhelm venait d'engager la quasi-totalité des liquidités de la ferme sur une machine dont la maison mère venait de s'effondrer. C'était un acte de résistance. En regardant maintenant le tracteur rouge briller faiblement dans la brume d'octobre, Johannes comprenait enfin. Ce n'était pas seulement un outil de travail qui venait d'arriver sur le plateau. C'était un testament. C'était la dernière volonté de l'usine de Neuss, incarnée dans 6 tonnes de fonte d'acier, livrée juste avant que les ports ne se referment à jamais sur une époque d'excellence allemande. Le sifflement du turbo n'était pas un bruit ordinaire. C'était le chant du cygne d'une industrie entière, et Wilhelm Lohmann avait décidé qu'il ne laisserait pas ce chant s'éteindre sur ses terres. La nouvelle de l'arrivée du géant rouge se répandit dans le village avec la vitesse d'un feu de paille en plein été. Avant même que Johannes n'ait eu le temps de graisser les premiers axes du pont avant, une silhouette verte et anguleuse apparut au bout du chemin vicinal. C'était Lucas, le voisin immédiat, fier propriétaire d'un Deutz DX flambant neuf, une machine qui incarnait tout ce que la modernité agricole promettait alors. Légèreté, visibilité et les premiers balbutiements de l'électronique embarquée. Il gara son tracteur le long de la clôture, le moteur tournant avec un bruit sec, presque métallique, bien loin de la rondeur grasse du 6 cylindres de Neuss. Lucas descendit de sa cabine vitrée comme on descend d'un vaisseau spatial, un sourire en coin accroché aux lèvres, mêlant de pitié et de supériorité technique. Il s'approcha du 1455 XL, tapota du bout des doigts le garde-boue arrière et laissa échapper un sifflement moqueur qui en disait long sur son verdict. « Wilhelm, mon vieux, lança-t-il en secouant la tête, tu as acheté un musée ou un outil de travail. Regarde-moi ça. » Il pointa du doigt l'absence flagrante de boutons sur la console latérale. Nous sommes en 1985. Tout le monde passe au power shift, aux inverseurs sous charge, à l'hydraulique sensible. Et toi, tu t'offres une enclume avec des leviers en ferraille qui te casseront le bras avant midi. Lucas faisait le tour de la bête comme un maquignon inspectant un cheval boiteux. Il s'arrêta devant les roues arrière, immenses, chaussées de pneumatiques Michelin de dimension 20.8 R38, des gommes si larges qu'elles semblaient pouvoir écraser une voiture sans même que le châssis ne tressaille.
C'est de la folie pure, continua le voisin, sa voix montant dans les aigus. Il pèse combien à vide? 6 tonnes? 7? Avec une charrue portée, tu vas couler comme une pierre dans nos terres humides du Bruche. Mon deutz, c'est une libellule à côté de ton dinosaure. Tu vas compacter ton sol pour les 20 prochaines années. Johannes, assis dans la cabine XL qui surplombait la cour, serrait le volant gainé de noir jusqu'à sans blanchir les jointures. De là-haut, la perspective était différente. Il ne voyait pas un manque de technologie, il voyait une citadelle. La cabine XL, avec ses montants noirs et ses vastes surfaces vitrées, n'était peut-être pas remplie de diodes clignotantes, mais elle offrait une ergonomie de combat. C'était un poste de commandement, pas un salon de thé. Pourtant, les mots de Lucas portaient. Il touchait là où ça faisait mal. La peur d'être dépassé, la peur d'avoir misé sur le passé alors que le monde entier courait vers le futur. Lucas remonta dans son deutz, dont la cabine semblait faite de plastique gris clair et de tissu synthétique, et cria une dernière fois par la fenêtre entr'ouverte. « Quand tu seras planté jusqu'aux échelles avec ton monstre, ne m'appelle pas pour te sortir. Je ne voudrais pas griller mon embrayage sur tes erreurs. » Le deutz repartit dans un nuage de poussière, laissant les Loman seuls au milieu de la cour. Le silence retomba, mais il avait changé de texture. Il était désormais chargé de doutes. Au café du Lion d'Or, le soir même, les rires fusaient déjà. On racontait que le vieux Wilhelm avait perdu la tête, qu'il avait acheté le dernier fer à repasser de l'usine moribonde de Neuss par pure nostalgie. Ils étaient désormais isolés, un père et un fils contre l'opinion publique de tout un canton, avec pour seule défense une machine de 145 chevaux que tout le monde disait trop lourde, trop brutale et tragiquement obsolète. Mais ce que Lucas et les autres ignoraient, ce qu'ils ne pouvaient pas voir à travers leur pare-brise teinté, c'était que la robustesse ne se mesure pas au nombre de boutons sur un tableau de bord, mais à la quantité de métal qu'on est prêt à mettre entre l'homme et la terre. Et la terre, elle, ne mentait jamais. Le mois de novembre 1985 ne fut pas simplement pluvieux, ce fut une punition céleste. Pendant 3 semaines consécutives, le ciel du Bas-Rhin s'était ouvert comme une plaie béante, déversant des trombes d'eau glacée sur une terre déjà gorgée jusqu'à la nausée. Les fossés débordaient, les chemins vicinaux s'étaient transformés en torrents de boue, et le fameux Schwarzerschlag, la parcelle la plus redoutée de l'exploitation lomane, avait cessé d'être un champ pour devenir un piège mortel. C'était une étendue de glaise lourde, noire et visqueuse, une matière qui, sous l'effet de l'eau, prenait la consistance du béton liquide. Les anciens disaient que cette terre ne se labourait pas, elle se combattait. Elle avait la réputation de briser les essieux, de faire fumer les embrayages et d'aspirer les bottes des hommes imprudents pour ne jamais les rendre. C'était dans cet enfer géologique que Johannes devait mener le 1455 XL pour son baptême du feu. Au petit matin, alors que la pluie fouettait encore les tôles du hangar, Johannes grimpa dans la cabine XL. L'atmosphère à l'intérieur était celle d'un bunker avant l'assaut. Il tourna la clé. Le démarreur lança le volant moteur avec une lourdeur rassurante, et le 6 cylindres d'été 400 de ses bras, crachant une fumée grise qui fut instantanément plaquée au sol par l'averse. Johannes sentit la machine vibrer sous lui, une vibration basse fréquence qui remontait le long de la colonne de direction et s'installait dans ses avant-bras. Ce n'était pas un tremblement de faiblesse, c'était la respiration d'un athlète dans les starting blocks. Il engagea la première vitesse de la gamme lente, sentant le verrouillage mécanique de la boîte ZF se faire avec un clac net et précis, sans l'aide d'aucune assistance hydraulique superflue. Il sortit du hangar. Les pneus, immenses et neufs, écrasèrent la boue de la cour, laissant des empreintes profondes qui se remplissaient d'eau en quelques secondes. Arrivé au bord du Schwarzerschlag, Johannes marqua un temps d'arrêt. Devant lui, l'étendue luisante semblait attendre sa proie. Il revit le visage moqueur de Lucas, il entendit les avertissements sur le poids excessif du tracteur. Si le 1455 se plantait ici, au milieu de ce marécage, il faudrait une grue pour le sortir, et la honte des Loman serait gravée dans la mémoire du village pour 3 générations. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il abaissa le relevage arrière. Le soc de la charrue Pentasoc toucha le sol avec un bruit mouillé. Puis, alors que Johannes lâchait l'embrayage, le métal plongea dans les entrailles de la terre. Immédiatement, la résistance fut colossale. Le tracteur sembla heurter un mur invisible. La terre ne voulait pas se retourner. Elle voulait retenir l'acier. Dans la cabine, le bruit changea instantanément. Le ronronnement du ralenti laissa place à un grondement sourd, guttural, qui semblait venir des tréfonds du châssis. C'était le moment de vérité, celui où les chevaux vapeur sur le papier ne signifient plus rien. Ce qui comptait maintenant, c'était la force brute, la torsion pure. Le moteur ne s'effondra pas. Au contraire,
Il se cala à 1600 tours minute, là où le couple atteignait son apogée titanesque de 530 Nm. Johannes sentit cette force physique le pousser au fond de son siège. Ce n'était pas de la vitesse, c'était de l'arrachement. Le turbo se mit à siffler, gavant les cylindres d'air frais, et une colonne de fumée noire, dense et grasse, jaillit de l'échappement chromé, signe que le diesel brûlait à pleine charge pour vaincre la friction démentielle de la glaise. La nature hurlait sa résistance, la boue collait aux pneus, le châssis gémissait sous la contrainte, mais le cœur de fer de Neuss continuait de battre, imperturbable, transformant la violence de l'effort en une avancée inexorable. Ce qui se produisit ensuite ne fut pas une lutte, ce fut une révélation. Alors que la charrue s'enfonçait jusqu'à la gare dans cette terre hostile, le bruit dans la cabine changea de nature. Le grondement sourd du moteur laissa place à une fréquence nouvelle, un son qui allait devenir la signature auditive de toute une génération d'agriculteurs. La boîte de vitesse ZF de la série T3000 se mit à chanter. Ce n'était pas le cliquetis discret des transmissions modernes aux pignons à denture hélicoïdale conçus pour le confort des oreilles délicates. Non, ici, les ingénieurs de Friedrichshafen avaient fait le choix de la guerre, des pignons à denture droite, des engrenages taillés dans l'acier le plus dur, s'envenant face contre face sur toute la largeur de la dent, sans aucune poussée axiale parasite. Sous la charge titanesque imposée par la glaise, ses dents ne glissaient pas, elle hurlait. Un sifflement aigu, puissant, presque mélodieux, monta des entrailles du pont arrière, couvrant le bruit de la pluie et du vent. C'était la symphonie de la friction maîtrisée, le son pur de la puissance mécanique transmise sans perte du vilebrequin jusqu'aux roues. Johannes, assis au centre de cet ouragan sonore, n'avait jamais rien entendu de tel. Il attendait le moment critique, ce point de rupture où le moteur s'étouffe, où le conducteur doit paniquer et rétrograder en catastrophe pour ne pas caler. Ce moment ne vint jamais, et la raison de ce miracle portait un nom gravé sur le bloc moteur, turbomatique. C'était l'arme secrète que Lucas et ses semblables ne pouvaient pas comprendre. Entre le moteur brutal et la boîte de vitesse inflexible, il n'y avait pas de friction sèche, pas de disque d'embrayage qui fume et qui pue le brûler. Il y avait de l'huile, un coupleur hydraulique, une turbine fluide qui absorbait les chocs comme un coussin de velours dans un gant de fer. Lorsque la charrue heurta une veine d'argile compactée, dure comme de la pierre, le régime moteur chuta brièvement, mais le tracteur ne s'arrêta pas. La turbomatique fit son œuvre. L'huile à l'intérieur du coupleur se mit à tourbillonner avec une violence inouïe, patinant juste assez pour protéger le vilebrequin, tout en maintenant une pression constante et inexorable sur la transmission. C'était une sensation d'élasticité, une onctuosité déconcertante au milieu de la violence de l'effort. Le 1455 XL ne donnait pas de coup de bélier. Il poussait, continuellement, comme une marée montante que rien ne peut endiguer. La terre, vaincue par cette pression constante, se souleva en une vague noire et luisante, se retournant parfaitement derrière les socs. Au bout du champ, Lucas était sorti de son deutz. Il avait traversé le fossé et se tenait là, les bottes dans la boue, le visage fouetté par la pluie. Il ne riait plus. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, ses bras ballants le long du corps. Il regardait le monstre rouge avancer vers lui, enveloppé dans son nuage de vapeur et de bruit. Il voyait les pneus arrière se déformer sous l'effort, mordant le sol avec une adhérence terrifiante, mais sans jamais creuser leur propre tombe. Il voyait la stabilité impériale du châssis qui ne sautait pas, ne tanguait pas. Le sifflement de la boîte ZF lui parvenait maintenant clairement, un oui-ou triomphant qui semblait se moquer de ses critiques sur la modernité. Johannes arriva à sa hauteur, releva la charrue en bout de raie avec une fluidité déconcertante et fit pivoter le géant sur place. Il croisa le regard de son voisin à travers la vitre trompée de pluie. Il n'y avait pas besoin de mots. Le Deutz DX, avec tous ses plastiques et sa légèreté, serait mort 3 fois dans cette boue. Le dinosaure de Neuss, lui, venait à peine de s'échauffer. Lucas recula d'un pas, comme repoussé par l'évidence physique de sa défaite, et pour la première fois, le respect remplaça le mépris dans ses yeux. Le village allait parler ce soir, mais cette fois, personne ne rirait des Loman. Le temps, qui s'était écoulé comme une rivière tranquille depuis cette première victoire dans la boue, se figea brutalement un mardi matin de juin 1994. L'odeur dans la cuisine de la ferme Loman était âcre, un mélange de café filtre trop bouilli et de tabac froid qui imprégnait les rideaux depuis des décennies. Mais ce jour-là, l'air semblait plus lourd, chargé d'une poussière invisible, celle des fins de règne. Sur la table en chêne massif, au milieu des miettes de pain noir, gisait l'édition du jour de la Rheinische Post. Le titre barrait la une, noir, définitif, cruel comme une épitaphe. IHC Neuss, le dernier chapitre. Arrêt définitif de la production. Wilhelm était assis là, immobile, ses mains à plat de chaque côté du journal, comme s'il veillait un mort.
Il ne lisait plus l'article, il connaissait déjà par cœur les détails de la défaite. Les Américains de Caz avaient décidé de tirer le rideau. Les chaînes de montage du port de Neuss, qui avaient enfanté plus de 600 000 tracteurs et forgé l'identité de toute une région, s'étaient tués à jamais. De l'autre côté de la fenêtre, dans la cour inondée de soleil, le 1455 XL se dressait toujours, aussi massif et indifférent qu'au premier jour. Mais pour Wilhelm, quelque chose avait changé. La peinture rouge semblait soudain plus pâle, comme si la machine avait senti, à travers ses durites et ses câbles, que le cordon ombilical qui la reliait à son créateur venait d'être tranché. Ce n'était plus seulement un tracteur, c'était un orphelin. Wilhelm leva lentement les yeux vers Johannes qui venait d'entrer, les bottes encore couvertes de la paille de l'étable. « Ils ont éteint la lumière. Johannes, murmura-t-il d'une voix qui craquait comme du vieux parchemin. C'est fini. L'usine est morte. Nous sommes seuls maintenant. » Ce n'était pas une simple nostalgie sentimentale. C'était une catastrophe technique et économique que seul un homme de la vieille école pouvait comprendre. Wilhelm savait ce que cette fermeture signifiait réellement, la fin de l'accès à l'acier de Neuss. Ce métal n'était pas un standard industriel interchangeable. C'était un alliage spécifique, une fonte grise à haute teneur en carbone, coulée avec des secrets de température et de refroidissement que les ingénieurs locaux emporteraient dans leurs tombes. Les pièces de rechange qui viendraient désormais des entrepôts centralisés de Caz, fabriquées on ne sait où, n'auraient plus cette densité, cette résilience moléculaire qui permettait à un vilebrequin de tourner 1 million de fois sans la moindre crique de fatigue. Le téléphone avait sonné plus tôt dans la matinée. C'était Chuté, le concessionnaire. Sa voix tremblait. Il avait annoncé que la banque venait de déclasser la valeur de reprise de tous les modèles IHC de 30%. Pour les financiers en cravate, un tracteur dont l'usine n'existe plus est un passif, un risque, une dette ambulante. Il m'a proposé de l'échanger, lâcha Wilhelm avec un rire amer qui ressemblait à une toux. Il veut nous reprendre le 1455 pour une bouchée de pain et nous vendre un nouveau Caz Maxom. Un Maxom, Johannes, une boîte en plastique avec des inverseurs électrohydrauliques qui grillent à la première surtension. Le père se leva péniblement et s'approcha de la fenêtre. Il posa sa main sur la vitre, comme pour toucher le capot du géant à distance. Un tracteur sans usine est comme un soldat sans munitions. Si demain un pignon casse dans la boîte ZF, nous ne pourrons plus le remplacer. Nous ne pourrons que le bricoler. Nous avons le meilleur outil du monde, mais le monde a décidé qu'il ne voulait plus de lui. Dans le silence de la cuisine, Johannes sentit le poids de cette solitude industrielle. Il possédait une légende, mais une légende, ça ne se répare pas avec des pièces d'origine, ça s'entretient avec la peur au ventre. La catastrophe ne prévient jamais. Elle attend le moment où la confiance est à son comble, où l'homme et la machine ne font plus qu'un, pour frapper avec une brutalité qui coupe le souffle. C'était un vendredi après-midi de septembre, lourd et orageux. Johannes tractait l'immense tonne à Lisieux-Unamé de 18 000 litres vers le Morschlag, la parcelle la plus éloignée de l'exploitation. Le convoi pesait plus de 25 tonnes. Le 1455 XL, fidèle à sa réputation, ne bronchait pas. Il avalait la longue montée de la route départementale, le nez pointé vers le ciel gris, le turbo sifflant sa mélodie habituelle. Johannes se sentait invincible. Il avait la main droite posée négligemment sur le levier de vitesse, sentant les vibrations familières de la pignonnerie qui travaillait dur sous ses pieds. Arrivé au sommet de la côte, il débraya pour engager la 6e vitesse rapide, le rapport de route final, celui qui devait libérer la cavalerie sur le plat. C'est à cet instant précis, alors que le levier s'enclenchait et que la turbomatique tentait de lisser le couple monumental du 6 cylindres, que le monde bascula. Ce ne fut pas un craquement, ce fut un cri, un hurlement métallique, suraigu, déchirant, comme si l'on enfonçait une barre à mine dans une scie circulaire lancée à pleine vitesse. Le bruit était si violent, si contraire à la nature harmonieuse de la mécanique, que Johannes en eut la nausée physique. Le tracteur fit une embardée, comme poignardé en plein cœur. Dans un réflexe de survie, Johannes écrasa la pédale d'embrayage et arracha le levier pour le ramener au point mort, mais le mal était fait. Le dinosaure s'immobilisa sur le bas-côté, la lourde tonne le poussant encore sur quelques mètres avant que l'ensemble ne s'arrête dans un silence de mort. Le moteur tournait encore, mais son rythme était brisé, irrégulier, comme un cœur en arythmie. Johannes ouvrit la porte de la cabine. L'air frais de septembre n'entra pas. Ce qui l'envahit instantanément, c'était une odeur. L'odeur insupportable, âcre et soufrée de l'huile de transmission brûlée. C'était l'odeur du sang mécanique. Il sauta à terre, les jambes tremblantes, et s'agenouilla près de l'immense carter de la boîte ZF. La chaleur qui s'en dégageait était anormale, rayonnante comme un four ouvert. Il posa sa main sur la fonte peinte en rouge et la retira aussitôt, brûlée.
À l'intérieur de ce sarcophage de métal, il le savait, c'était le carnage. Il visualisait mentalement les engrenages sémentés, ses chefs-d'œuvre de précision, réduits en limailles, les roulements explosés, les arbres tordus. Pour la première fois depuis 1985, Johannes eut peur. Une peur froide, viscérale. Ce n'était pas juste une panne. Si l'usine de Neuss tournait encore, ce ne serait qu'une facture douloureuse. Mais l'usine était fermée. Les lignes étaient démontées. Les ingénieurs partis. Il était seul au bord de cette route, avec un monstre de 6 tonnes à l'agonie et la prophétie de son père qui résonnait dans sa tête comme un glas. Un jour, tu auras besoin d'une pièce qui n'existe plus. Il regarda à l'horizon, vers l'endroit où se dressaient autrefois les cheminées d'IHC, et il comprit que personne ne viendrait le sauver. Le roi était tombé, et son royaume n'avait plus de chirurgien pour le soigner. Le 1455 XL, l'invincible, était à genoux, vaincu non par la terre, mais par l'usure du temps et l'abandon des hommes. Cette nuit-là, la grange des Lomanes ne ressemblait plus à un simple abri agricole, mais à une cathédrale de silence transformée en salle d'opération de fortune. Le 1455 XL, levé sur d'énormes cales en chêne, semblait flotter dans la pénombre, ses roues arrière démontées exposant la nudité vulnérable de ses trompettes des cieux. Johannes et Wilhelm se tenaient là, les mains couvertes de cambouis jusqu'au coude, le visage marqué par une fatigue qui n'était pas seulement physique. Ils avaient vidangé la transmission, et ce qui avait coulé dans le bac n'était pas de l'huile, mais une bouillie noire, pailletée d'éclats d'argent et de bronze, la signature mortelle d'un roulement pulvérisé qui avait entraîné un train de pignons dans sa chute. C'était un désastre irréparable. Sans l'usine de Neuss pour fournir les pièces d'origine, le tracteur était condamné à devenir une sculpture immobile de 6 tonnes. C'est alors que des phares balayèrent la cour, coupant l'obscurité comme des lames de rasoir. Une vieille Mercedes break s'arrêta dans un crissement de gravier. La portière claqua et chutait. Le concessionnaire apparut dans le halo de la lampe baladeuse. Il ne portait pas son costume de vendeur, mais une combinaison de travail délavé. Il tenait dans ses bras une caisse en bois lourde, marquée au pochoir du logo IHC, un logo qui n'existait plus officiellement. J'ai entendu dire que le ténor avait perdu sa voix. Dit-il simplement, la voix rauque. Il posa la caisse sur l'établi et fit sauter le couvercle avec un pied de biche. À l'intérieur, posés sur un lit de paille huilée, reposaient 2 arbres secondaires massifs et un jeu complet de pignons à denture droite, neufs, encore enduits de la cire de protection bleue de l'usine. Wilhelm s'approcha, incrédule. Il passa un doigt tremblant sur le métal froid. C'était de l'acier de Neuss, de l'acier forgé avant la fermeture, trempé avec cette dureté légendaire que les nouveaux alias économiques ne pourraient jamais égaler. J'ai vidé mon stock personnel le jour où les liquidateurs de cases sont arrivés, à voix chutée en sortant une clé dynamométrique de sa poche. Je savais qu'ils allaient tout envoyer à la ferraille pour faire de la place aux pièces de rechange standardisées. Ces pignons ont une âme, Wilhelm. Ils ne méritaient pas de finir fondus pour faire des boîtes de conserve. Il n'y eut pas de remerciement, pas d'effusion. Juste un hochement de tête entre 3 hommes qui partageaient le même code d'honneur. La nuit devint alors une lutte acharnée contre la mécanique. Père, fils et marchand, ils plongèrent les mains dans les entrailles de la boîte ZF. Il fallait une précision d'horloger pour aligner les arbres dans le carter en fonte. Chaque cale d'épaisseur fut mesurée au micromètre, chaque roulement fut chauffé à l'huile pour se dilater et glisser sur son axe avant de se rétracter en refroidissant, scellant l'assemblage pour l'éternité. L'odeur de l'huile de transmission neuve, lourde et soufrée, remplaça celle du brûlé. C'était une chirurgie intime. Il rendait ses organes au monstre. Vers 4 heures du matin, le dernier boulon du couvercle de boîte fut serré au couple prescrit. Johannes grimpa dans la cabine. Ses mains glissaient sur le volant gras. Il tourna la clé. Le démarreur geignit 1 fois, 2 fois, puis le 6 cylindres explosa de vie. Mais le vrai test restait à venir. Johannes débraya et engagea la vitesse qui avait failli tout détruire. Il relâcha la pédale. Pas de craquement. Juste ce sifflement pur, cristallin, le chant retrouvé de la denture droite qui s'engronnait parfaitement. Le 1455 XL était ressuscité, non par la grâce d'une garantie constructeur, mais par la loyauté d'hommes qui refusaient de laisser mourir la qualité. Le 23 décembre 1994 ne ressemblait à aucun Noël que le Bas-Rhin avait connu. La pluie, implacable, verticale, tombait depuis des semaines, transformant la terre en éponge et les rivières en monstres. À 3 heures du matin, alors que la ferme des Lomanes dormait d'un sommeil agité, le monde se déchira. Ce ne fut pas le vent qui les réveilla, mais un son bien plus terrifiant, la sirène du village. Pas le signal saccadé pour un incendie de grange, mais une plainte longue, continue, qui montait et descendait dans la nuit comme le hurlement d'un animal blessé.
le signal de la crue majeure. Le Rhin, gonflé par la fonte des neiges et les averses sans fin, avait cessé d'être un fleuve pour devenir un océan en colère. Il menaçait de rompre la digue principale qui protégeait la vallée. Johannes sauta de son lit, le cœur battant à tout rompre. Il courut à la fenêtre. Dehors, l'obscurité était totale, percée seulement par les éclairs bleus des gyrophares qui s'agitaient frénétiquement au loin, vers le fleuve. Le téléphone dans le couloir se mit à sonner avec une violence stridente. Johannes décrocha. À l'autre bout du fil, la voix de Lucas était méconnaissable, brisée par la panique et le bruit du vent. « Johannes, la digue cède au kilomètre 12. On essaie d'amener les sacs de sable et les pierres, mais c'est fini. Mon Deutz est mort. » Il reprit son souffle, étranglé par la honte et la peur. L'électronique s'est mise en sécurité à cause de l'eau. Il est planté jusqu'au châssis dans la boue. On a besoin de poids, Johannes. On a besoin de fer. Si tu ne viens pas avec le 1455, le village est sous l'eau avant l'aube. Johannes ne répondit pas. Il raccrocha et se rua vers la grange. Le froid était glacial, humide, pénétrant. Il ouvrit les lourdes portes en bois qui claquèrent contre les murs sous la force de la bourrasque. À l'intérieur, le 1455 XL reposait dans l'ombre, massif, silencieux. Il faisait froid, très froid. Le bloc moteur en fonte était gelé. C'était le pire moment pour demander à une mécanique de donner son maximum. Johannes grimpa dans la cabine, ses mains tremblantes cherchant le contact. Il tourna la clé. Les témoins rouges s'allumèrent sur le tableau de bord. Il attendit une seconde, une éternité, puis il tourna à fond. Le démarreur, alimenté par 2 batteries énormes, lança le volant moteur avec une lourdeur angoissante. RRRRRRRR. Le froid figeait l'huile, la compression était titanesque. Puis, dans une explosion de fumée blanche et âcre qui envahit instantanément le hangar, le DT-402 s'éveilla. Le 6-cylindres ne tourna pas rond tout de suite. Il claqua, martelant l'air froid avec la violence d'un marteau-pilon, cherchant son rythme, crachant sa colère d'avoir été tiré du sommeil. Mais il ne cala pas. En quelques secondes, le claquement métallique se mua en ce grondement sourd et régulier. Cette pulsation devient indestructible. Johannes recula le tracteur vers la remorque la plus lourde de l'exploitation. Un plateau à 3 essieux chargé à ras-bord de blocs de basalte, des pierres de carrière destinées à renforcer les berges. 20 tonnes. 20 tonnes de roches inertes, plus le poids de la remorque, sur un sol détrempé, au milieu de la nuit. C'était une folie. C'était une charge qui aurait dû briser l'attelage ou faire cabrer n'importe quel tracteur moderne. Mais il n'y avait pas le choix. Johannes enclencha la marche arrière, le piton d'attelage verrouilla l'anneau de la remorque avec un claque sinistre. Il connecta les flexibles de freinage, sentit la pression monter dans le circuit pneumatique. Il alluma tous les phares de travail. Le faisceau blanc perça la pluie battante, illuminant les gouttes comme des millions de diamants en chute libre. Le 1455 XL rugit, prêt à affronter non plus la terre, mais les éléments déchaînés pour sauver ceux qui s'étaient moqués de lui. Lorsque les phares du 1455 XL percèrent le mur de pluie pour éclairer la digue, la scène qui s'offrit à Johannes tenait de l'apocalypse. Le chemin de terre, unique rempart contre les eaux noires du Rhin, n'était plus qu'une colonne vertébrale de boue liquide, ravagée par le passage désespéré des engins de secours. Partout, des tracteurs modernes, ces merveilles de technologie légère et d'électronique, gisaient comme des coléoptères échoués, les roues creusant frénétiquement leur propre tombe dans le limon sans fond. Lucas était là, trempé, les bras ballants devant son Deutz dont le pont avant avait disparu sous la surface. Il regardait, impuissant, les hommes de la protection civile tenter de colmater la brèche à la pelle, un combat perdu d'avance contre la fureur du fleuve. Johannes ne s'arrêta pas. Il n'y avait pas de temps pour les stratégies. Il engagea la gamme lente, verrouilla le différentiel mécanique qui solidarisait les 2 roues arrière comme une barre d'acier rigide et lança le monstre sur la digue. C'est à cet instant précis que la physique, impitoyable juge des hommes et des machines, rendit son verdict. Là où les autres avaient échoué par manque de masse, le 1455 XL triompha grâce à sa lourdeur. Ces 6 tonnes d'acier, augmentées par les 20 tonnes de roches qui écrasaient l'essieu arrière, ne flottaient pas sur la boue, elles la compactaient. Les pneus Michelin, déformés sous la charge titanesque, mordaient le sol avec une empreinte au sol si large qu'elle créait sa propre route. Mais le véritable miracle, celui qui sauva la nuit, se joua dans l'invisible, au cœur de la cloche d'embrayage. Sur ce terrain traître, le moindre à-coup, la moindre rupture de couple lors d'un changement de vitesse aurait signifié l'arrêt de mort du convoi. Si les roues s'arrêtaient une seconde, la succion de la boule emprisonnerait à jamais. C'est là que la turbomatique justifia son existence.
Johannes gardait le moteur à plein régime, le 6 cylindres hurlant sa rage contre la tempête, tandis que le coupleur hydraulique lissait l'effort. Il n'y avait pas de friction sèche, pas de patinage brutal. L'huile transmettait la puissance comme un fleuve, continu, inarrêtable, fluide. Le tracteur n'avançait pas par saccades, il coulait sur l'obstacle. Il était un léviathan nageant dans son élément. Le bruit était assourdissant. Le sifflement aigu de la boîte ZF, ce chant des pignons droits que tout le monde avait moqué pour son archaïsme, couvrait désormais le grondement du tonnerre. C'était un cri de guerre, une sirène d'espoir qui disait aux hommes épuisés que le fer de Neuss ne reculerait pas. Johannes atteignit la brèche. Il actionna le bénage hydraulique. Les 20 tonnes de basalte glissèrent dans l'eau bouillonnante, créant un barrage instantané. L'eau recula. La digue tint bon. Au petit matin, alors que la pluie cessait enfin et que le Rhin regagnait sagement son lit, un silence irréel tomba sur la vallée. Johannes coupa le moteur. Le sifflement du turbo s'éteignit lentement, laissant place au cliquetis du métal brûlant qui refroidissait sous la bruine. Lucas s'approcha. Il était couvert de boue de la tête aux pieds. Il posa sa main sur le capot du 1455 XL, sentant la chaleur résiduelle de la bête qui venait de sauver sa ferme. Il ne dit rien pendant une longue minute, puis il murmura, la voix brisée par l'émotion. « Ce n'est pas un dinosaure, Johannes. C'est un dieu. » Un peu plus loin, une berline noire s'était arrêtée. C'était le directeur de la banque locale, venu constater les dégâts sur les terres qu'il finançait. Il avait vu la scène. Il avait vu la machine qu'il avait dévaluée dans ses livres de comptes porter le village sur ses épaules. Il sortit, ajusta son manteau, et d'un geste lent et solennel, il ôta son chapeau en direction de Johannes et de son père. Ce n'était plus une question d'argent ou de modernité. C'était une question de survie. Et ce soir-là, la vieille école avait donné une leçon d'humilité que personne n'oublierait jamais. Il fallut attendre le mois de mai 1996 pour que le véritable poids du tracteur ne se mesure plus en tonnes, mais en liberté. Ce matin-là, Johannes franchit les portes de la banque coopérative locale avec une démarche différente. Il ne venait pas demander un délai ni négocier un taux. Il venait déposer le dernier chèque, l'ultime mensualité du prêt contracté 11 ans plus tôt par son père. Lorsqu'il ressortit sous le soleil de printemps, il prit une profonde inspiration. L'air avait un goût nouveau. À partir de cette seconde précise, chaque tour de vilebrequin du 1455 XL, chaque gramme de terre retournée, appartenait intégralement à la famille Lohmann. Le pari fou de Wilhelm était payé. Mais ce que personne n'avait anticipé, pas même le vieux patriarche, c'était la façon dont les décennies suivantes allaient réécrire les lois de l'économie agricole. Les années 2000 et 2010 passèrent sur le Bas-Rhin comme un vent de modernité frénétique. Autour de la ferme des Lohmann, le paysage changea. Les voisins, emportés par la course à la productivité, changèrent de monture tous les 5 ou 6 ans. On vit arriver des tracteurs aux capots plongeants en matériaux composites, des cabines suspendues remplies d'écrans tactiles, des moteurs étouffés par les normes antipollution et bardés de capteurs électroniques. Lucas, le voisin, en était à son 3e crédit bail. Ces machines étaient plus confortables, certes, climatisées comme des berlines de luxe, mais elles étaient devenues jetables. Au bout de 8000 heures, quand les faisceaux électriques commençaient à s'oxyder et que les boîtiers de gestion moteur rendaient l'âme, elles partaient vers les pays de l'Est ou à la casse, vendues pour une bouchée de pain, considérées comme économiquement irréparables. Pendant ce temps, le 1455 XL restait. Il accumulait les heures comme un vieux chêne ajoute des cernes à son tronc, 10 000, 15 000, 20 000 heures. Il ne vieillissait pas, il se bonifiait. Le moteur DT402, libéré depuis longtemps de ses raideurs de jeunesse, tournait avec une onctuosité grasse et inépuisable. Il n'y avait pas de vanne EGR pour s'encrasser, pas d'injection à rampe commune sensible à la moindre goutte d'eau, pas de bus CAN pour décider arbitrairement de couper la puissance. Il n'y avait que de la mécanique pure, vérifiable, réparable. Johannes changeait l'huile, graissait les pivots, et la machine répondait présent, jour après jour, saison après saison, indifférente aux modes et aux bugs informatiques. Puis, vers 2020, quelque chose d'étrange se produisit sur le marché de l'occasion. Une fièvre s'empara des collectionneurs et des agriculteurs désabusés par la fragilité du matériel moderne. On commença à chercher les derniers vrais. La cote des tracteurs produits à Neuss, ceux d'avant la fusion, ceux d'avant le plastique, cessa de baisser pour grimper en flèche. Johannes n'en crut pas ses yeux lorsqu'il vit les résultats des enchères en ligne. Des modèles similaires aux siens, restaurés ou dans leur jus, s'arrachaient à des prix qui défiaient l'entendement, 80 000, 90 000, parfois plus de 100 000 euros. C'était le monde à l'envers. Le dinosaure valait désormais plus cher que les machines neuves censées le remplacer 30 ans plus tôt. Ce n'était plus de la ferraille, c'était de l'or rouge.
Wilhelm avait eu raison, non pas par nostalgie, mais par une lucidité financière implacable. Il avait compris que la qualité réelle, celle qui se mesure à l'épaisseur de la fonte et à la simplicité de la conception, est la seule valeur refuge qui ne s'érode jamais. Tandis que les tracteurs voisins dépréciaient plus vite qu'ils ne labouraient, le 1455 XL était devenu un investissement plus rentable que la bourse. Assis sur le perron, Johannes regardait son tracteur, couvert de poussière mais vaillant, et il eut une pensée pour son père. Wilhelm n'avait pas acheté un outil de travail, il avait acheté de l'éternité, et le temps, ce grand jus silencieux, venait de lui donner une victoire éclatante. Octobre 2024. Le ciel au-dessus du Bas-Rhin était d'un bleu acier, limpide et froid. Sur le domaine des Lohmann, qui s'était considérablement agrandi, le silence régnait, mais ce n'était pas le silence du repos. C'était celui de la paralysie. Elias, le petit-fils de 27 ans, diplômé en agronomie et gestionnaire de l'exploitation, frappait du poing contre le volant de son tracteur de tête. C'était un vaisseau spatial de 400 chevaux, une merveille technologique à 500 000 €, bourré d'écrans tactiles, de guidage par satellite et de télémétrie en temps réel. Mais ce matin-là, au milieu de la récolte de maïs, l'écran principal affichait un message rouge clignotant, impitoyable et ridicule. Défaut capteur NOx, qualité AdBlue critique, puissance limitée à 20%. Le géant s'était mis en mode dégradé. Il ne pouvait plus avancer qu'au pas, transformé en escargot inutile par une sonde défectueuse à 50 €. Elias était furieux. La pluie était annoncée pour le soir même. S'il ne finissait pas le déchômage avant la nuit, les terres seraient impraticables pour l'hiver. Le technicien ne peut pas venir avant demain matin pour réinitialiser le logiciel, hurla Elias dans son téléphone, sa voix résonnant dans la cabine insonorisée qui sentait le plastique neuf. Johannes, désormais âgé de 68 ans, observait la scène depuis le banc en pierre devant l'ancienne étable. Il se leva lentement. Ses genoux craquaient un peu, héritage de milliers d'heures passées sur des sièges à suspension mécanique, mais son regard était clair. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de tablette pour comprendre que la haute technologie venait de capituler face à la réalité du terrain. Il marcha vers le hangar du fond, celui que Elias appelait affectueusement le musée. Il tira les lourdes portes coulissantes. Dans la pénombre, il était là, le 1455 XL. La peinture rouge était ternie par 39 années de labeur et de soleil, le siège en tissu était usé aux coutures, mais la silhouette restait celle d'un empereur. Johannes grimpa les 3 marches du marchepied. Il n'y avait pas d'ordinateur de bord à initialiser, pas de code peint à entrer, pas de validation de conditions d'utilisation à accepter. Il y avait juste une clé. Une simple clé en métal, usée par le pouce de son père Wilhelm, puis par le sien. Il l'inséra. Il tourna le coupe-circuit manuel. Clac! Le contact se fit. Il appuya sur le bouton du démarreur. Le sol trembla. Oum oum oum. Le DT-402 ne demanda pas la permission au satellite pour s'éveiller. Il explosa de vie, libérant ce grondement profond, guttural, souverain, qui fit vibrer les vitres de la cabine ultramoderne d'Elias à 50 mètres de là. Johannes donna un coup de gaz. Le sifflement de la turbine se mêla au chant des pignons de la boîte ZF, une musique pure, mécanique, sans filtre antipollution pour l'étouffer. Elias descendit de son tracteur paralysé. Il regarda son grand-père sortir le monstre rouge au soleil. C'était un choc visuel brutal. L'acier contre le plastique, la mécanique contre le numérique, l'âme contre l'algorithme. Johannes s'arrêta à sa hauteur, ouvrit la portière latérale et cria par-dessus le bruit du moteur. « A-t-elle le déchômeur sur le vieux ? Gamin !» Il n'a pas besoin d'AdBlue pour respirer. Il a juste besoin de gazole et d'un homme qui n'a pas peur des vibrations. Ce jour-là, ce fut le tracteur de 1985 qui sauva la récolte de 2024. Il tira l'outil moderne à travers la terre lourde avec une insolence magnifique, prouvant une dernière fois que la véritable fiabilité ne se télécharge pas lors d'une mise à jour. Cette histoire, mes amis, n'est pas seulement celle d'un tracteur. C'est l'histoire de ce que nous avons perdu et de ce que nous devons préserver. C'est la preuve qu'une machine peut avoir une âme si elle a été forgée par des hommes qui y croyaient. Si vous aussi, vous ressentez ce frisson quand vous entendez un turbo siffler au loin, si vous préférez l'odeur de l'huile chaude à celle du plastique neuf, alors vous faites partie de cette famille. Ne laissez pas ces légendes s'éteindre dans l'oubli. Abonnez-vous maintenant. Partagez cette histoire pour honorer la mémoire de ceux qui ont construit le monde avec leurs mains. Et dites-moi en commentaire, quelle machine, dans votre grange, ne vous a jamais trahi? À la prochaine, pour l'amour de la mécanique.